La première personne va vous parler de tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique. C'est un grand juriste. Pour vous dire, même tout à l'heure, quand j'étais assis, alors que j'ai discuté avec lui, il m'a conseillé sur mes propres business. Donc je vous invite à tirer le maximum de ce jeune homme que vous allez voir ici aujourd'hui. Il peut réellement vous aider. C'est son boulot même, à l'Agence de promotion des investissements privés. Il est en charge d'aider les gens à structurer leurs entreprises sur le plan juridique. Et c'est très important, surtout si vous avez de la vision. Et la deuxième, elle a déjà été sur ce plateau un peu plus tôt, on ne la présente plus sur la scène nationale, mais je vais quand même la présenter. C'est Madame Jakabe Kaba, qui est agro-entrepreneur et qui est la présidente d'une coopérative agricole, qui est la présidente de la Guinéenne des terroirs, qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, à eux deux, ils vont vous parler de la création et de la gestion de coopératives agricoles. Madame Kaba va vous parler de son expérience pratique, elle qui a amené à gérer dans toute la Guinée des coopératives agricoles, elle qui a pu mettre en place cette initiative de la Guinéenne des terroirs. Madame Kaba et Monsieur Barry, je vous invite s'il vous plaît à monter sur scène pour cet atelier. Et je vous laisserai la scène, si peut-être j'ai des questions, je vous guiderai ou je les poserai, le public aura des questions. Mais c'est un atelier ouvert, il est 15h30, nous pouvons prendre 1 heure. Donc nous pouvons aller jusqu'à là-bas. Profitez-en au maximum, j'insiste, vous avez aujourd'hui devant vous le conseiller juridique de l'Agence de promotion des investissements privés, qui est à Cancan. Les aspirants entrepreneurs de Cancan, nous avons le temps. Nous prendrons le temps pour les questions, n'hésitez pas. Et vous avez devant vous, j'insiste pour que vous compreniez bien les enjeux de ce panel, vous avez la madame du président lorsqu'il parle de l'agriculture. Lorsque le professeur Alpha Condé parle d'agriculture, voici l'exemple qu'il prend. Vous l'avez aujourd'hui devant vous. Posez toutes les questions que vous voulez sans tabou. C'est moi qui vais modérer. Tirez le maximum. D'accord? Je vous en prie. Merci. Tu vas débuter? Je te laisse introduire. Je vous laisse aller comme vous voulez. Merci. Bonjour. Merci Amadou pour cette présentation. Et c'est un honneur de partager vraiment cet atelier avec Hadja Jakabe. Comment va être le format rapidement, puisque ça, c'est pas un panel, c'est un atelier comme ils ont dit. C'est que, comme l'a dit M. Sako, moi je vais vous parler un peu de l'aspect juridique de la coopérative et elle va partager avec nous son quotidien. Comment est-ce qu'elle gère au quotidien la coopérative et quelles sont les difficultés pratiques qu'elle rencontre et quelle approche de solution elle-même elle fait dans le cadre de ses activités. Parler de coopérative, pour moi, déjà, c'est important dans le domaine agricole parce que des fois, on a tendance à croire que tout le monde doit créer une société commerciale. C'est pas, avec votre permission, madame, est-ce que je pourrais me lever? Madame Adja, est-ce que je peux me lever peut-être? D'accord, merci. Je me dis que lorsqu'on parle d'agriculture, la forme juridique la mieux adaptée, c'est la coopérative. Parce que la société commerciale, elle peut être beaucoup plus dans le cadre de la commercialisation, dans les prestations de services ou encore dans le secteur tertiaire de manière générale. Mais lorsqu'on parle d'agriculture, la coopérative répond au mieux aux besoins. Et si vous prenez même ce qui est dit, on dit que la coopérative, c'est une association de personnes qui ont les mêmes aspirations, qui ont les mêmes besoins et qui ont les mêmes expériences. Et où la particularité, le pouvoir est exercé démocratiquement. Parce que ce que la loi dit, pourquoi démocratiquement, on va y revenir et on va faire le parallèle avec les sociétés commerciales. Cette coopérative, l'avantage, c'est quoi? C'est que si vous
mettez en place une coopérative, le nombre de membres peut être très élevé et donc derrière, il peut être plus facile de faire de l'innovation parce qu'il y aura beaucoup d'idées qui viendront des membres. Ensuite, vous avez la possibilité de savoir exactement comment se déroulent les activités de la coopérative. Et troisième avantage, c'est que dans la coopérative, on doit privilégier la formation des membres, l'information des membres et l'éducation des membres. Ce qui n'existe pas justement dans les sociétés commerciales. Parce que dans la société commerciale, je mets mon argent dans un projet et je peux me coucher à la maison. Peut-être je vais confier la gestion à d'autres personnes et à la fin de l'année, j'attends qu'on me rende compte. Contrairement à la coopérative où vous-même qui êtes membre de la coopérative, vous travaillez pour la coopérative et elle aussi, elle vous accompagne dans vos activités. Donc c'est l'idée de la solidarité qui ressort dans la coopérative par rapport à la société commerciale où ce qui est important, c'est ce que je vais gagner. C'est le gain qui caractérise la société commerciale, alors que la coopérative, il y a cette idée de solidarité. Et donc, si aujourd'hui vous voulez créer une coopérative, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Le premier, c'est par rapport au nombre. Une coopérative, c'est au minimum 5 personnes. Ils peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'apport que vous allez faire. Est-ce que vous apportez quelque chose pour adhérer? Encore que l'adhésion dans la coopérative est assez libre. Vous pouvez adhérer et le jour où vous voulez quitter, vous pouvez quitter. Donc, il faut faire des apports au niveau de la coopérative. Ensuite, il faut avoir cette volonté de se mettre ensemble. Tout à l'heure, j'ai suivi dans le panel que Adja animait tout à l'heure, c'est l'aspect on se met ensemble. Parce qu'en réalité, la coopérative, justement, elle est venue parce qu'il y avait un besoin qui était là et ce besoin, c'était qu'on était exposé au même risque. Pourquoi on ne s'unirait pas pour pouvoir supporter ce risque-là ensemble? Donc, troisième critère, il faut avoir cette volonté d'adhérer, cette volonté de rester dans la coopérative. Et l'autre critère, pour moi, qui est fondamental, c'est la démocratie au sein de la coopérative. Dans la société commerciale, il y a une démocratie, mais qui est économique. Économique, pourquoi? Parce que ce n'est pas une personne, une voix. C'est une personne, autant d'apports que vous avez dans la société. Ce qui fait que dans la société commerciale, si moi j'ai apporté 50% du capital de la société, mon vote vaut 50%. Donc si j'ai 51% du capital, à chaque fois que je vais lever la main dans une assemblée générale, la voix passe. Parce que je suis majoritaire alors que je suis un individu. Et c'est exactement le contraire dans la société coopérative. Parce que dans la société coopérative, quel que soit ce que vous apportez, vous ne valez qu'une voix. C'est-à-dire, c'est vraiment l'expression une personne, une voix. C'est-à-dire, même si c'est vous qui avez apporté 90% du capital, votre vote vaut une voix. Donc, c'est une façon d'impliquer les membres parce que les propriétaires sont en même temps acteurs des activités de la coopérative. Et c'est pourquoi, en contrepartie aussi, la coopérative fait de la transparence dans la gestion. Ensuite, elle participe à l'éducation des membres, à l'information, ce qui fait qu'un membre coopérateur a la possibilité de demander des comptes et la coopérative participe aussi à la formation de ses membres. C'est pourquoi, si vous prenez dans la pratique,
Dans les coopératives, il y a toujours des sessions de formation, des sessions de renforcement de capacité des différents membres pour leur donner des nouvelles techniques, soit dans le domaine agricole, des techniques liées peut-être à l'irrigation, liées à la production, liées à l'emballage, et ainsi de suite. Donc, ça ressort là l'idée de solidarité. Ensuite, vous avez un certain nombre d'organes qui sont au sein de la coopérative. Vous avez l'organe de gestion. À la tête de l'organe de gestion se trouve un président d'un comité de gestion. C'est cet organe-là qui anime au quotidien la coopérative. Et comme je l'ai dit, ce président, il est normalement élu par l'ensemble des coopérateurs. Ce sont ces coopérateurs-là qui sont les propriétaires, c'est eux qui désignent le président du comité de gestion. Le deuxième organe, c'est le commissariat aux comptes. Puisqu'on parle de gestion, la gestion suppose qu'on ait la possibilité de rendre compte. Et c'est pourquoi l'assemblée des coopérateurs, c'est-à-dire l'ensemble des coopérateurs, peuvent désigner une personne externe pour contrôler les comptes de la coopérative. Pourquoi externe? Parce que c'est difficile de contrôler quelqu'un qui est votre supérieur. Donc si vous devez contrôler le comité de gestion et que vous êtes payé par ce comité de gestion ou bien vous êtes recruté par ce comité de gestion, facilement ça peut influencer la décision du commissaire aux comptes, raison pour laquelle le commissaire aux comptes est une personne externe et indépendante qui contrôle les comptes de la coopérative. Ensuite, vous avez aujourd'hui la possibilité de créer la coopérative sans qu'on ne vous impose un capital minimum. Ça, c'est très important. Parce que généralement, on dit je n'ai pas créé mon entreprise parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas le capital. Et là aussi, c'est intéressant parce que dans la coopérative, vous pouvez ne pas apporter de l'argent. Ce n'est pas dit qu'il faut que vous ayez de l'argent pour adhérer. Peut-être vous avez autre chose qui n'est pas l'argent. Votre expertise, votre savoir-faire peut être évalué et vous permettre d'adhérer à une coopérative. C'est ce que nous, en droit, on appelle l'apport en industrie. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas peut-être des biens pour donner votre cotisation pour adhérer, mais vous avez un savoir-faire que quelqu'un d'autre peut-être n'a pas. Et puisqu'on a dit que les coopératives, la particularité, c'est que les coopérateurs travaillent en même temps pour la coopérative, votre expertise là peut être votre monnaie de change. C'est-à-dire, c'est ce que vous apportez. En contrepartie, vous êtes membre de la coopérative. Et lorsque vous décidez de créer une coopérative, il vous faut avoir des statuts. Les statuts, c'est quoi? C'est l'acte de naissance de la société. Vous devez rédiger vos statuts. Vous pouvez le faire vous-même parce qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui ont été conçus par des juristes et qui sont mis à disposition. Comme vous pouvez passer par un notaire qui va rédiger pour vous. Et dans ces statuts-là, c'est vous qui allez déterminer comment vous voulez que votre société coopérative fonctionne. Comment elle va fonctionner? Quelle va être sa durée? Comment elle va s'appeler? Qui est membre? Et qu'est-ce que chaque membre a apporté? Et combien est le capital? Donc c'est dans ces statuts-là que vous allez déterminer. Et ces statuts-là, la durée minimale, elle est de 99 ans. Donc ça veut dire que vous pouvez créer une coopérative qui va survivre et que vous pouvez transmettre à d'autres générations. Ces statuts-là sont complétés par ce qu'on appelle le règlement intérieur. Le règlement intérieur, justement, c'est dans ce règlement intérieur que vous allez dire voici les fonctions, voici ce que le comité de gestion peut faire, voici ce que le commissaire aux comptes peut faire,
voici ce que l'Assemblée des membres peut faire, voici les frais d'adhésion et voici comment est-ce que les choses doivent fonctionner dans la coopérative. Et donc, la particularité justement, c'est que vous avez la possibilité de dire, de contrôler la façon dont votre société doit fonctionner. Et aujourd'hui, pour la création, lorsque vous rédigez ces statuts-là, vous rédigez le règlement intérieur, il y a un service dédié qui délivre l'agrément aux sociétés coopératives qui est géré par le ministère de l'Administration, qu'on appelle le CERFROMA. Le CERFROMA délivre les agréments des sociétés coopératives. Parce que justement, on a tendance à croire que les coopératives se créent à la pipe. Il y a eu, moi dans le quotidien, j'ai rencontré des personnes qui sont venues à la pipe pour dire « je suis venu créer ma société ». Et quand vous leur posez la question, il s'agit de quel type de société? C'est une société coopérative. On ne peut pas créer parce que justement la société coopérative n'est pas une société commerciale. Et la PIP crée les sociétés commerciales. On a voulu extraire ça parce que les exigences qui sont liées à la société commerciale sont telles que si on fait la même chose avec les sociétés coopératives, on décourage cela. C'est pourquoi la loi au niveau régional, parce que la Guinée est membre d'une organisation qui regroupe 17 pays, qu'on appelle l'OADA, est membre d'une organisation et dans cette loi, on dit clairement que c'est le ministère en charge de l'administration qui doit délivrer les agréments des sociétés coopératives parce que justement, ce sont des sociétés qui font une activité économique qui n'est pas forcément une activité commerciale. C'est une activité économique parce qu'elle peut générer des ressources, mais ce n'est pas une activité commerciale. Mais ne vous trompez pas, la société coopérative n'est pas une association à but non lucratif. Parce que là aussi, on se trompe. En croyant que quand on a créé une société coopérative, c'est du volontariat sans contrepartie. Non. Quand on crée une société coopérative, c'est parce qu'on vise un but. Et le but, c'est justement pour répondre à nos besoins, qui peuvent être des besoins socio-économiques ou culturels. Et c'est la raison pour laquelle on l'a créé. C'est parce qu'on a des aspirations, on veut les atteindre et on décide de se mettre ensemble pour exercer une activité ensemble. N'empêche, ça peut être le prolongement des activités des différentes personnes qui composent la coopérative. Mais encore une fois, la particularité, c'est vraiment parce que les personnes qui sont coopérateurs, c'est à la fois des propriétaires, mais des travailleurs de la coopérative. Donc voici un peu, de façon générale, le cadre juridique de ces sociétés coopératives. Et je vais passer le micro à... Bon, je repasse la parole au modérateur et bienvenue à toutes les questions. Je voudrais que ça soit interactif, ça va être plus intéressant. Je vous remercie. Alors, Monsieur Barry, vous pouvez garder le micro. Merci beaucoup pour cette présentation très instructive sur la structuration juridique d'une coopérative. Je n'ai aucun doute sur le fait que plusieurs personnes présentes ici dans la salle ont des questions. Mais avant de passer à la phase des questions, nous allons passer la parole maintenant à Adja. Si vous pouvez, s'il vous plaît, nous exposer concrètement dans la vie de tous les jours, comment ça se passe, la gestion des coopératives. Merci. Ok. Comme tu m'as imposé de me mettre debout, mais j'ai peur de me lever pour parler. Allez-y. Parce que vite là, je vais tomber dans mon rôle de professeur. Adja, ça, c'est pas bon. Adja, rapprochez votre micro, s'il vous plaît. Donc, merci donc toujours au salon de nous inviter vraiment à présenter nos expériences en matière d'évolution des coopératives.
Monsieur le conseiller juridique a tracé vraiment les grandes lignes. Vous avez vu, en peu de temps, il a brossé toute la situation pour vous dire que la coopérative, l'entreprise, il faut tout simplement oser. Donc, nous sommes une coopérative de femmes. Mais j'ai déjà commencé, ce qui va rendre mon travail un peu facile, c'est parce que j'ai commencé à donner l'information sur notre structure ce matin. Donc, ça ne va être qu'un cheminement, une suite logique. Nous, notre coopérative, qui est la Guinéenne des terroirs, a pris son fondement dans une ONG. Voilà un peu la spécificité de notre cas. Nous étions en ONG où des femmes se sont retrouvées sur la limite, n'est-ce pas, de la non-structuration des femmes autour des activités. Et nous avons cherché un nom. Le nom, c'est quoi? Allègement des charges féminines, d'où le sigle AGAFEM. Avec AGAFEM, donc, nous avions des financements. Et ces financements étaient des fonds perdus des institutions. Ce n'était pas un crédit. Parce que nous n'avions pas le droit, en tant qu'ONG nationale, de faire du profit. C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Donc on n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit de commercialiser. Des subventions que nous gagnons via les projets, nous avons juste une marge de 5% pour la gestion. Donc cette gestion de 20% et puis la formation également. Donc, mais nous avons accompagné des femmes. Nous avons vu que les subventions ne peuvent pas continuer à faire vivre les groupements féminins. Nous avons travaillé avec une grande structure, la Fondation Nuffield Tide de San Francisco, qui nous a financé de $26 000 à $800 000 pendant 10 ans. Et le financement était par tacite reconduction. Dès qu'on finit un projet, on présente un autre. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est justement le mot qu'il a dit dans les principes de gestion d'une coopérative, c'est la démocratie. L'observation de la démocratie, des principes de gouvernance. Chaque fois qu'on finit un projet, on rend compte avec les impacts et les inputs, et puis il nous donne de l'argent. Donc nous avons travaillé comme ça jusqu'à... Le bailleur nous a dit, madame, on ne peut pas continuer avec vous jusqu'après 10 ans. Normalement, c'est en 5 ans, on a terminé avec une entreprise, une ONG. Lorsque j'ai donné l'information aux femmes que le financement va s'arrêter, c'est comme s'il y a eu un décès dans les groupements de femmes à Kankan, à Kisidougou, à Zérekoré, partout je finançais. Alors donc, on a trouvé l'alternative. On a dit, puisque le financement, la subvention est terminée, la main tendue là, terminée. Maintenant, nous allons aller vers l'esprit coopératif où nous-mêmes, nous allons mettre le capital social et après, nous allons tendre la main. C'est comme ça que nous avons commencé à créer notre coopérative. Et comme ce sont toutes des femmes qui sont dans l'agriculture, nous avons décidé alors de faire le chantier école. Le chantier école, c'est un champ collectif que les femmes ont fait, mais nous avons mis ensemble nos avoirs pour créer le champ. Celle qui a une daba, la porte. Celle qui a un cordeau, la porte. Celle qui a un savoir-faire, la porte. Celle qui a un fils agronome dans le domaine de l'aménagement, vient avec. Celles qui n'ont pas tout ça, chacune cotise 50 000 francs. Comme ça, les 50 000 francs mis ensemble, plus l'évaluation des biens matériels que les gens nous ont envoyés pour faire l'aménagement, les pelles, les pécages, tout ça là a constitué donc le capital de notre coopérative. Donc, la coopérative a évolué. Nous avons évolué pendant 3 ans, 4 ans. Et nous étions à 2 hectares, 1,5 hectare, etc., etc. Nous sommes parvenus à faire 150 hectares à Kisidougou, à Kensardou. Quand on a fait les 150 hectares de riz, on a pu revendre
et on a eu beaucoup d'argent. Parce qu'à l'époque, nous sommes tombés sur le PAM qui est venu pour acheter le riz et il a acheté le riz des femmes en d'un trait. Et donc, nous avons conservé cet argent. Mais il y avait d'autres produits, tels que les tomates, tels que les aubergines, tels que le piment, tels que les feuilles de patates, de manioc, de ceci, de cela, qui, quand on envoie au marché, après le marché, les méventes, on était obligé de les distribuer entre les membres ou bien on laissait pourrir parce qu'on n'a pas de moyens. On laissait pourrir. Donc, on s'est mis ensemble également. On a réfléchi. Mais comment nous allons pouvoir résorber ce manque à gagner? Nous travaillons, mais nous voyons nos produits moisir. On est impuissant devant le fait. Nous avons dit, nous allons voir comment aider à la transformation de nos produits. Et nous nous sommes adressés à notre bailleur, qui nous a déjà dit de nous mettre en coopérative s'il ne peut plus financer. Il va nous mettre en lien avec les banques pour qu'on puisse avoir le crédit. Donc, j'oublie une étape importante. Lorsque nous avons fait le champ, on a vendu, nous avons eu un bénéfice sur lequel on a préservé 35 millions de francs. On avait 35 millions de francs, mais le labour nous a fatigués tellement au départ qu'on a perdu beaucoup d'argent. Donc nous avons eu l'esprit d'acheter un tracteur. Avec 30 millions de francs, on ne peut pas, le tracteur coûtait 145 millions. Mais nous avons écrit au partenaire, il a dit, si les femmes rurales se sont mis ensemble à totaliser un fonds de 35 millions, nous allons vous accompagner. Ils ont financé un dernier projet. Le dernier projet, on a dit à toutes les femmes, chacune n'a qu'à prélever $500 sur son projet. Il y avait 40 groupements. Et c'est ce fonds de formation et de voyages, de transport, qui nous a permis de compléter notre fonds de tracteurs pour acheter un tracteur flambant neuf. Il est là encore à Kishidou. Donc ça nous a aidé beaucoup parce qu'après notre champ, on fait des prestations et on gagne de l'argent sur le tracteur. Donc lorsque la production a augmenté, nous sommes allés vers la transformation pour ne pas perdre nos produits. Nous avons pu transformer et nous sommes venus voir les femmes compétentes qui peuvent aider à former les femmes, celles qui sont déjà dans la filière de la transformation agroalimentaire. Donc les femmes ont eu des formations et on a commencé donc, il y a une à Kerouané, c'est Madame Kangbe, elle est là aujourd'hui. Elle a participé à former les femmes de Gekedou et de Kizilibou. Il y a Fanta Kondé, qui est aussi une formatrice, qui a participé à former les femmes. Parce que nous prenons toute l'expertise qui n'est pas au sein de notre programme. Alors, de notre association. Maintenant, lorsque nous avons eu les produits transformés, nous avons eu également d'autres difficultés liées à la commercialisation de ces produits. Un produit déshydraté est plus cher que le produit frais. Quand tu prends par exemple la Kishidou, les mangues sont là, ou à Kankan ici en période de mangue, vous avez 5, 6, 7, 8 mangues à 2000 francs. Mais si vous déshydratez la mangue et que vous vendez le sachet à 15 000 francs, les gens, en comparant les prix, ils vont crier. Mais ils ne savent pas qu'il y a d'autres ingrédients dedans. Il y a la formation, il y a le sachet, il y a l'étiquetage. Donc, nous avons essayé de former les membres à cet esprit-là, comme il a dit, parce que la coopérative forme ses membres. Suite à cette formation, on a décidé alors de créer une boutique sociale et solidaire de l'ensemble des transformatrices qui ont adhéré à notre coopérative. Donc la boutique sociale et solidaire a été créée à Conakry. Et la boutique, pourquoi solidaire? Parce que c'est sur fond de solidarité là qu'on a mis. Pourquoi social? Parce qu'on s'entraide entre nous mutuellement. Donc cette boutique sociale, donc la première en Guinée, nous l'avons mis à Conakry, dans un petit espace comme ça, et on a transformé le bureau de notre comptable en boutique.
Et le comptable a rejoint le grand groupe de la structure. On s'est assis pour voir comment nous allons dénommer notre produit, notre entreprise, notre, comment on appelle, coopérative entreprise. On a regardé autour de nous. Il ne faut pas aller chercher loin. Nous transformons tous les produits du terroir guinéen, des produits sauvages aux produits urbains. Donc nous avons dit, alors il faut trouver le nom qui va mettre toute la Guinée à les produits de toute la Guinée. C'est comme ça qu'on a trouvé la guinéenne des terroirs. Donc la Guinée des terroirs a été donc cette petite structure entreprise de commercialisation et de promotion vraiment des produits guinéens. Et sur les limites de la valorisation de notre patrimoine agricole, cette entreprise a tenu les pieds petit à petit. Donc comment elle fonctionne? Son fonctionnement est basé sur, comme il a dit tout à l'heure, nous avons un comité de gestion. Un comité de gestion dont les membres sont issus des différents grands groupes. Parce que nous ne travaillons plus avec un individu. Même celui qui veut y adhérer. Si vous n'êtes pas en consortium, on ne peut pas être avec vous. Donc, on a ce comité. On a un commissaire au compte qui contrôle, qui est extérieur. Nous avons le conseil d'administration qui réfléchit au sommet et qui donne les grandes orientations politiques de notre structure. Alors, c'est ainsi que la structure a évolué et nous sommes restés dans la vente. Chaque fois qu'on fait les produits du savon noir, aux karités, au pain de singe, à ceci et à cela. Et un jour, il y a une dame de l'ADF, l'institution française. Elle est venue une fois, elle nous a trouvés à la foire. Elle a acheté des petits produits et puis elle a acheté le karité et notre savon de karité. Elle allait se laver avec et le savon noir et ça l'a intéressée. Elle a donné à tous les experts. Elle a orienté tous les experts vers notre petite boutique. Mais quand les gens viennent acheter, moi je suis là. Et ce sont les volontaires qui ont encouragé la création de cette structure. Parce que c'est eux qui étaient en manque d'emploi. Ils étaient à côté des femmes pour la sensibilisation, l'information, l'élaboration des rapports. Parce que les femmes ne peuvent pas élaborer un rapport, elles ne donnent que l'idée de rapport. Elles ne peuvent pas élaborer un projet, elles ne donnent que l'idée du projet. Et donc, ce groupe de jeunes a proposé donc ce service commercial parce que c'est eux qui prenaient les produits, des fois non périssables, pour amener à Conakry. De Kissidougou, Gekedou, Beila, jusqu'à Conakry. Maintenant, quand nous avons eu l'intention de créer ce service commercial, on a dit que les organes des groupements de la coopérative restent, les jeunes qui vous ont encadrés sont donc les propriétaires, les gestionnaires de cette entreprise. Moi, je parle ici aujourd'hui parce que la présidente, elle est en état de famille, elle est vraiment fatiguée, elle ne peut pas supporter la route. Donc, une fois que nous avons eu la boutique, la dame là a acheté les produits, les experts quittaient maintenant le PNUD, l'agence française, à Bofa, chaque fois, ils venaient acheter des produits avec nous. Après, elle a fini son contrat, mais son petit ami n'avait pas fini le contrat. Elle dit, Madame Kaba, je vais venir ici pour vous accompagner. Parce que la dernière fois, quelqu'un a acheté un savon, un beurre de karité. Vous avez donné un cadeau qui dépasse ce que lui, il a acheté. Il dit, l'entreprise ne marche pas comme ça. La coopérative ne marche pas comme ça. Et je pense que vous n'avez pas mis l'argent là à sa place. Et donc, moi, je vais venir. Il me reste 6 mois à mon conjoint. Je ferai les 6 mois en volontariat avec vous dans votre petite boutique. Ne me payez rien. Donc, cette dame-là est venue. Marielle, elle est venue. Elle a fait 6 mois dans notre petite boutique-là. Et lorsqu'elle a fait les 6 mois, au terme des 6 mois, elle nous a aidé de créer un autre grand ensemble. Elle nous a demandé d'élargir notre boutique solidaire à d'autres transformatrices qui ont la même vision que nous. Nous avons dit d'accord, on accepte.
C'est comme ça que la petite d'en bas nous a rejoints. Pour Amalé nous a rejoints. MGE nous a accompagnés. Enfin, d'autres là. Le Café Ziama nous a accompagnés. Donc, on est maintenant 5. On a dit que nous, on accepte que ce soit maintenant 5 membres fondateurs au lieu de la Guinée des terroirs seule. Parce que quand tu crées une structure, elle grandit, elle naît, elle grandit. Et tu veux qu'elle meure, que tu sois à la tête, ta structure n'a rien servi. Il faut qu'elle grandisse, que d'autres rentrent avec d'autres idées, avec d'autres performances. C'est ainsi qu'on a créé ce grand groupe. On est allé à la pipe, on a créé une grande société coopérative où nous sommes tous et on l'a appelé Consommons Guinéen. Voilà l'origine de Consommons Guinéen. Donc, autour de cette entreprise maintenant, nous avons des produits phares. Les produits phares que nous vendons, c'est-à-dire nous sommes au niveau de la boutique, mais nous avons en commun tous les frais liés au fonctionnement de notre boutique. La location, le paiement de l'animateur de notre réseau, les frais de la gérante, de la décoratrice, etc. Les plantons, etc. On a un personnel, petit personnel. Donc on met ensemble le bénéfice de notre vente et on divise et on prélève et on assure le paiement du service et d'accompagnement. Donc, mais dans l'initiative, aucune structure ne fond dans une autre. On va ensemble. On fait le plaidoyer ensemble. La dernière fois, le WAP nous a accompagnés et nous a donné beaucoup d'argent pour notre appui institutionnel. Mais au niveau de l'organisation, nous sommes là des membres et puis chacun vend son produit. On a des placards pour tout le monde. Et aujourd'hui, on n'est plus de 20 parce qu'on a encore ouvert, il y a les gens qui sont venus. Mais nous, notre produit phare, en tant que Guinée des terroirs, il y a le fonio, il y a le beurre de qualité, il y a les grumeaux, il y a le miel, il y a le gingembre. Bon, je crois qu'il y a autres produits. Donc, c'est nos produits phares. Et dans ces produits phares-là, nous avons eu des marchés déjà pour le miel avec les Émirats. Nous avons un marché pour les États-Unis actuellement avec la vente du fonio. Mais qu'est-ce qui a favorisé tout ça? C'est le respect de la gouvernance au sein de notre structure. Tous les membres ont les mêmes droits dans notre coopérative et notre principe de fonctionnement, c'est que nous avons aidé à la création du capital ensemble. Et la redistribution des bénéfices se fait franchement avec l'ensemble des groupes qui ont participé. Et notre réserve aussi est là pour l'entretien, comme je l'ai dit. Et la boutique aussi prélève, je crois que 2 ou 3% pour le fonctionnement et la formation et les voyages. Et dans cet état d'esprit que nous avons été repérés par le ministère du Commerce également, qui nous a dit, la Guinée des terroirs, venez mettre une boutique ici. Nous avons mis une boutique au ministère du Commerce. Nous avons mis une boutique à l'Agipex. Nous participons dans les foires avec l'APIP. Nous sommes vraiment des partenaires très privilégiés de l'APIP parce qu'à chaque fois, ils s'adressent à nous pour dire, Madame Kaba, nous voulons partir à la foire. Ils ne payent pas le billet pour nous. Mais notre coopérative a la capacité de prendre au moins un élément en charge pour aller à Jakarta, même à Londres là. On a pris des gens qui sont partis et ils vendent notre produit. Mais tout ça ne se fait que dans la synergie, le réseautage et la complémentarité. Si tu veux marcher seul, arriver vite là, tu t'en vas seul. Mais si tu veux arriver avec des avantages de causerie, tu marches en groupe. Le groupe peut t'aider à résoudre certains problèmes que toi seul ne peux pas. Donc nous avons compris que aller seul, tu peux arriver à bon port. Mais lorsque tu es en groupe, tu as d'autres stratégies d'accompagnement. Parce qu'on ne peut pas faire le plaidoyer seul. Plaidoyer, ça ne marche pas quand on est seul. Plaidoyer, ça marche quand on est en groupe. C'est le groupe de plaidoyer
qui a l'effet d'influence sur les autorités ou la cible qu'on veut influencer. Et c'est ce que nous avons compris très tôt. Donc, je voudrais m'arrêter un peu ici parce qu'il y a toujours des questions qui vont jaillir et nous allons nous prêter aux questions parce qu'on a tout dit et tout ce qu'on doit dire maintenant, c'est que les jeunes, vous prenez le courage d'entreprendre et de vous mettre ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à garder le micro. Hein? Vous pouvez garder le micro. Ah, ok. Donc là, à moins que... Il n'y a pas d'autres micro-baladeurs, c'est les seuls. Donc à moins que vous ayez peut-être des compléments d'information, M. Barry, si vous avez un complément d'information avant que l'on passe à la phase des questions. Peut-être rapidement, et elle a souligné deux points sur lesquels peut-être je voudrais revenir. C'est que quand vous avez une société coopérative, vous avez la possibilité de vous mettre en union. Peut-être la forme, un ensemble de coopératives peuvent se mettre en union. Ces unions-là peuvent se mettre en fédération. Les fédérations des coopératives peuvent se mettre en confédération et ces confédérations peuvent se mettre en réseau. Ce qui fait qu'il y a des fédérations ou des confédérations qui sont membres d'un réseau qui peut être régional, c'est-à-dire ouest africain ou africain. Tout cela avec les mêmes principes coopératifs, avec le même esprit de solidarité et avec le même esprit de respect des principes de gouvernance démocratique. Deuxième aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est par rapport au capital. Dans la coopérative, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle la souscription, c'est-à-dire vous vous engagez à apporter quelque chose, même si vous n'avez pas tout de suite les fonds. Pour le faire, vous donnez un programme de paiement progressif. Supposons que vous dites, j'ai la possibilité d'apporter 10 millions comme part dans la coopérative. Mais je n'ai pas les 10 millions. On ne vous exige pas de payer tout de suite les 10 millions. Vous pouvez faire un plan de cotisation, peut-être pour dire, chaque semaine, je vais payer 100 000. Ou bien, chaque mois, je vais payer 200 000. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, jusqu'à ce que les 10 millions soient au complet. Donc ça aussi, c'est une facilité qui est donnée aux personnes qui veulent créer une société coopérative. Et ça facilite un peu l'adhésion parce qu'en ce moment, personne n'est bloqué, personne ne va dire « Ah, c'est parce que je n'avais pas les moyens, c'est pourquoi je ne suis pas allé ». Et si vous n'avez pas d'argent, comme je l'ai dit tout de suite, vous avez peut-être un savoir-faire. Et vous avez écouté Hadja qui dit que celle qui avait une daba envoie, celle qui avait une pelle envoie. Tout cela constitue ce qu'on appelle des apports. Et puisque vous êtes en coopérative, si vous devez partager, s'il y a bénéfice, vous pouvez les partager. C'est normal. Mais de l'autre côté aussi, s'il y a des pertes, vous devez aussi les assumer ensemble. C'est un peu comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Même si j'ai pas envie de dire l'autre. Donc quand c'est du miel, on partage ensemble. Mais si c'est du citron aussi, bon, il faut qu'on accepte de contribuer pour combler justement le gap pour que la coopérative continue à exister. Deuxième, rapidement, dernier point, c'est que il est important d'oser entreprendre. Mais il est important de répondre à un besoin. C'est bien d'entreprendre, mais encore meilleur si vous répondez à un besoin. Transformez un problème en opportunité. Il y a un besoin dans la société. Vous répondez à ce besoin. C'est plus facile pour vous et c'est plus facile que votre projet réussisse aussi. Parce que quand vous entreprenez, l'objectif final, c'est d'avoir des débouchés. C'est pour mettre un produit à disposition et c'est pour pouvoir vendre ce produit, quel qu'il soit. Mais si le produit que vous mettez à disposition, personne n'en a besoin, ça peut amener votre société rapidement en faillite. Raison pour laquelle il est important de faire des études de marché et de bien monter son business
avant de se lancer et surtout de répondre à un besoin. Parce que si tout le monde a besoin d'un même produit, si vous le mettez à disposition, les débouchés, c'est plus facile. Et je vais finir pour dire que Adia a dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Nous allons passer à la phase des questions maintenant. Nous avons le technicien qui a le micro. Avez-vous des questions? Nous allons passer là-bas. Le monsieur en rouge au fond. Alors, bonsoir. Moi, je suis Boniface Boumou. Je suis représentant d'une antenne à Cancan ici, une antenne d'une ONG de bénévolat, une ONG internationale. En même temps, je suis le président d'une association des jeunes chimistes qui viennent de finir. Alors, ma question est pour monsieur le conseiller juridique. La question est la suivante. Est-ce que, après avoir mettre ensemble les documents nécessaires pour une coopérative, c'est-à-dire que vous avez fait la collection des documents pour mettre en place votre collectif, est-ce que le simple fait de mettre ensemble les documents suffit, ou bien il faut réaliser sur le terrain pour être approuvé, c'est-à-dire avoir l'agrément? Il faut réaliser forcément sur le terrain avant d'avoir l'agrément, ou bien il y a un capital déterminé, c'est-à-dire un pourcentage de capital déterminé avant d'être agréé? C'est la question que j'allais poser. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il y a une autre... le monsieur devant peut-être? Oui, on va poser les questions vu qu'on a du temps. Le monsieur devant? Oui. Après, on va passer de l'autre côté. Anna, ça, il arrive. Ok. Moi, je réponds au nom de Kamara Mamadi Fonfo. Je suis agropreneur. Et j'ai 3 questions à monsieur le conseiller juridique. La première, elle est relative aux apports. Vous avez parlé qu'au niveau des apports, même si tu as 50 ou 51%, que cela ne te donne pas le droit d'avoir ce poids-là dans les votes. Mais est-ce que dans le partage des dividendes, cet apport-là va peser ou bien ça revient encore à la même chose? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, j'ai des nuances. La différence au niveau des formes juridiques qui existent à l'APIP, les GIE, par rapport à la coopérative et les autres groupements que nous sommes en train de voir avec les groupements de femmes, par exemple, je ne sais pas s'il y a une différence entre les groupements de femmes qui évoluent, par exemple, dans la saponification ou les coopératives et les formes de GIE que l'APIP donne l'agrément, le RCCM. Ensuite, vous avez dit que, ma troisième question maintenant, que c'est le CERPROMA qui donne l'agrément aux coopératives, ce qui veut dire que c'est différent d'un RCCM. Est-ce que dans ce contexte-là, les coopératives doivent-elles payer des taxes et des impôts ou bien ils sont dans la catégorie des organisations à but non lucratif? Je vous remercie. Merci beaucoup. On va privilégier rapidement les gens qui n'ont pas encore posé de questions, s'il vous plaît. Si nous avons du temps, nous allons revenir. C'est vous qui avez posé une question tout à l'heure, non? Non, au milieu. On va privilégier ceux qui n'ont pas encore posé de questions, s'il vous plaît, pour essayer d'être équitable. On va aller de ce côté. Donc après cette question, on va répondre et on va passer à une autre série de questions, vu qu'on a le temps. Bon, salon abradiane kamasro anu fana jeune anu kabe coopérative men koma anna kun dira nya ba anu ya fait ka coopérative men dan coopérative la dan krole mais question du bra fo bi coopérative wanya ma fana mra ankara ba anu ya fait ka coopérative la dan di comme ya atimi ka menoni jeni ye blo di moyima wati be ko nso na yere ka kula da men ay deme ni mo na re de memba ami de memba ni yere de mena
Wo de menim bele. Mol na to lo ka itala itaga. Comme on dit Sénégal antisi kato kan fo kan wonya. E me amba men fo adi anyayi. Anu ye anta coopérative le di ka be andem se groupe amra na de. Ka ke coopérative di. Ka bana Sénégal mural sanyama. Parce que Sénégal mural Sénégal là comme fenden chaîne ni dulate Sénégal té ni Sénégal fana yi fani dulale wo. Et puis la production et bas Sénégal. Après j'aimerais la Sénégal kakama. Oui. Mais coopération wa nyak baladon. Ana coopérative mais a créé Kounéoudi. Neto Ibrahim Konate kabosana Sénégal le nedi. Wala isawo na anara wala deno nanka finga solo ka onyanyini vraiment obradiagne bon coopérative de français nya ça comme agrément kawasi statut sérieux wala anse comme devra fongo ano nyanyini anana coopérative anse wala nyama ano nyanyini angoni anya fe ku ke andakala demsen siamane fana na groupement ango gomo sikala bula groupement mais coopérative men Sénégal kabakara jula ani ala tarla mena wole wori Sénégal bonda be wala isaw ni sera ni dai akto ka salam. Merci. Oui, on va vous laisser répondre à la première série de questions. Oui, vous êtes d'accord. Vous devez partir? D'accord. Maintenant? D'accord. Allô, Madame Adja, 5 petites minutes. Voilà, parfait. La première question sur la création et les activités. Le micro, tenez. Il y a un premier intervenant qui a posé la question. Il a posé la question sur avoir un agrément, c'est-à-dire tous les papiers et avoir tenu des activités. Chacun est libre de créer sa coopérative comme il veut, mais en respectant les principes. Oui. Adja, approchez le micro s'il vous plaît. Mais le problème, c'est qu'on crée la coopérative pour évoluer dans les activités. En principe, pour créer une coopérative, il faut que vous la créiez via l'exercice d'une activité. Parce que c'est en exerçant que vous allez avoir l'idée de la formalisation. C'est ça. Exemple, un groupement de femmes qui veut créer une coopérative autour de la saponification. Vous n'avez rien. Comment cette coopérative se crée? C'est que vous mettez ensemble l'identification de tous les besoins qui rentrent dans la fabrication du savon. Tous les besoins, et vous monnayez les besoins en termes financiers et d'apport nature. Une va dire, on va dire, bon, chacune n'a qu'à payer 150 000 francs. Mais d'autres, une va dire, moi j'ai une bassine. L'autre va dire, moi j'ai un seau. L'autre va dire, moi j'ai des fûts. L'autre va dire, moi j'ai les bacs. Il y a une qui va dire, moi j'ai mon expertise parce que je faisais du savon, mais par manque de financement, j'ai mon matériel et j'ai la compétence, j'ai l'expertise. Vous prenez celle-là. En mettant ensemble le tout, vous évaluez. Si vous êtes 10 membres et vous faites 150, 1 500 000, vous dites, les 1 500 000, chacune doit payer 150 000. Mais ceux qui donnent des apports nature, eux, ils ne payeront pas 150 000. N'est-ce pas, vous avez créé une coopérative informelle, n'est-ce pas, sans qu'il y ait un apport extérieur. Oui ou non? Maintenant, dans l'exercice de la fonction, vous êtes obligé de vous formaliser. Vous vous formalisez parce que sans la formalisation, peut-être que vous n'aurez pas de financement parce que la coopérative, les gens vont vous dire, allez emprunter dans une banque. Et à la banque, on va vous demander un projet. Oui ou non? Quand vous avez le projet, on va mettre expérience antérieure. Ah, vous n'avez rien fait. Vous avez cherché le RCCM. Vous avez cherché les documents. C'est sous vos aisselles, vous marchez avec, que vous êtes la coopérative. Qui va oser vous financer? Et quand vous avez ça, je prends l'exemple de l'Intégra aussi.
Ça fait 1 an. Intégra a identifié des projets ici, des coopératives ici. Jusqu'à présent, on est à la phase de discussion, de contrôle, de suivi, d'évaluation. Oui, vous avez quoi? On a un fût. Allons-y, je vais voir votre fût. Où il est? Voilà le fût. Vous avez fait quoi? Le savon. Combien vous avez eu? Nous avons eu 150 millions. 150 000 francs. 150 000, vous avez utilisé combien en huile? Combien en matière première? Tout ça là. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, ça veut dire que la création d'une entreprise, ce n'est pas avoir le papier seulement. Tant que vous ne menez pas d'action concrète, d'activité concrète, ne dites pas que vous êtes une entreprise. Ne dites pas que vous êtes une coopérative. Et ce que nous avons vu ici, les unions, aucun membre d'une union de femmes ne connaît le contenu de son statut. C'est pas ça, hein? La coopérative, il faut que les documents juridiques soient interprétés, que chacun comprenne le contenu. Quelles sont les limites de tes pouvoirs et de tes devoirs? Tant que les gens ne connaissent pas ça dans l'entreprise, on va faire 1000 formations, les entreprises seront toujours fragiles. Les coopératives seront toujours fragiles. Dès qu'on dit formation, tout le monde vient. Mais vous venez avec quoi? Rien. Après la formation, tu n'as pas un cadre où tu dois exercer la formation, où tu dois coller la formation. Est-ce que tu peux pérenniser ta formation? Jamais. Donc, il faut qu'on sache que créer une coopérative, c'est d'abord avoir l'idée de travailler. Quand tu as travaillé, tu as tous les ingrédients. Maintenant, pour te formaliser, tu vas à la pipe. Allez-y à la pipe, on va vous demander. Qu'est-ce que vous avez fait déjà? Votre statut, qu'est-ce que vous avez fait? On va demander ça. Ça va être plus facile. Donc, je voulais donner ma petite expérience sur cette petite question. Les autres cas, c'est des questions juridiques que lui, il va répondre. Merci. Merci beaucoup, Adja, pour cette clarification. Monsieur Barry? Oui, pour revenir un peu à mon collègue juriste, déjà, félicitations et j'espère que dans la zone de Kankan, vous allez faire un appui juridique à l'endroit de ces coopératives. Je voulais dire qu'au niveau du capital, pour le même prolongement de la question, il n'y a pas de capital minimum exigé. C'est ce que vous, coopérateurs, vous allez décider qui va être votre capital. Parce qu'on a compris qu'en imposant un montant minimum, vous créez un obstacle. Si vous dites par exemple, pour créer une coopérative, il faut minimum 10 millions. D'accord. Mais si vous n'avez pas 10 millions, ça veut dire que vous n'allez jamais créer. Et le problème, c'est que si vous ne créez pas, vous restez dans le secteur informel. Et le problème avec l'informel, c'est que vous évoluez dans le noir. Et même des accompagnements qui peuvent venir, vous ne pouvez pas bénéficier parce qu'on ne vous connaît pas. Et on ne vous aide que quand on vous connaît. D'accord? Et si vous prenez la loi, on dit que dans le mois qui suit le début de vos activités, vous devez procéder à l'immatriculation de votre société. Ça veut dire que là, la coopérative, peut-être pour répondre en même temps à la deuxième question, la coopérative ne cherche pas un RCCM, il y a un registre spécial qu'on appelle registre des sociétés coopératives où elle est inscrite. Parce que le RCCM, c'est le registre du commerce et du crédit immobilier. Et puisqu'on a dit que la coopérative n'est pas une société commerciale, donc elle ne sait pas un RCCM. D'accord? Et par rapport aux apports, c'est l'exercice des pouvoirs, c'est là qu'il y a la démocratie. Quand il s'agit de partager les bénéfices, c'est proportionnellement aux apports. Donc ça, c'est ce que vous avez amené, c'est la contrepartie de ça qu'on va vous donner quand il s'agit des bénéfices. Mais si c'est des pertes aussi, c'est la même chose. Et si vous avez envoyé 51%, c'est vrai, une personne c'est une voix, mais quand il y a bénéfice, vous aurez 51% de bénéfice. Mais aussi quand il y a perte, vous contribuez à hauteur de 51%. Vous avez posé une question par rapport au GIE et les autres formes. Et je voudrais préciser ici que si vous prenez ce que la loi dit, et c'est une loi régionale, le GIE n'est pas une société. On dit clairement que ce n'est ni une société, ni une association. C'est un instrument de collaboration. Et c'est pourquoi
on ne peut pas créer un GIE pour exercer une activité. On crée un GIE pour développer les activités des membres du GIE. Et justement, ça c'est un problème parce qu'on a tendance à croire que dès qu'on se met en groupe, on crée un GIE, alors que ceux qui composent les GIE, ce sont déjà des professionnels dans leur domaine, mais qui se mettent ensemble parce qu'ils ont intérêt en vue de développer leur activité respective. Je donne un exemple simple. Vous êtes producteur de tomates. Moi, je suis distributeur de la pâte de tomates. Et il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être transformateur. Il y a le producteur, il y a celui qui transforme la tomate en pâte de tomate et il y a celui qui commercialise. On est dans un même domaine. Donc on a intérêt à se mettre ensemble pour que le secteur d'activité tomate se développe. Parce que quand ça va se développer, chacun de nous va tirer son compte. Le producteur, peut-être, la production va augmenter. Le transformateur, la même chose. Et le distributeur aussi, la même chose. Ces trois-là peuvent se mettre en groupement d'intérêt économique. Et donc, l'objectif, justement, c'est pour développer leur activité respective. Mais le GIE, à lui seul, il ne fait pas d'activité. Parce que ce n'est ni une société, ce n'est pas une société parce qu'il ne fait pas d'activité, ce n'est pas une association aussi. Parce que ce n'est pas à but non lucratif. Vous créez le GIE, mais si le GIE doit fonctionner, vous devez mettre des fonds. Vous pouvez le créer avec ou sans capital, mais dans tous les cas, si le GIE a des dettes, c'est des dettes qui appartiennent à tous ses membres. D'accord? Donc voici un peu la différence. Alors que la coopérative, une société coopérative, par exemple, peut être membre d'un GIE avec une société commerciale. Les deux entités qui ne sont même pas dans le même domaine peuvent créer un GIE parce que l'objectif, c'est de développer leur activité. D'accord? Et comme je l'ai dit, c'est le CERPROMA qui agrée les coopératives pour l'instant. Et ça, c'est même au niveau régional, ce qui est dit. On dit c'est le ministère en charge de l'administration. Au niveau de la BIP, on délivre les RCCM pour les sociétés commerciales et pour les groupements d'intérêt économique. D'accord? Et la société commerciale, justement, a besoin du RCCM. Parce que le RCCM, ce n'est pas ce qui crée la société, mais c'est ce qui permet à la société d'exister dans la vie. C'est en ce moment que la société peut signer. C'est une fiction, certes, mais c'est en ce moment que la société peut agir. C'est en ce moment qu'elle peut même porter plainte contre vous, parce que la société est différente des personnes qui composent la société. Mais c'est le RCCM qui vous permet d'avoir ça. Et c'est le RCCM, j'aime dire que c'est le RCCM qui vous sort de l'ombre pour vous mettre à la lumière. Parfait. Merci. Maintenant, en ce qui concerne les impositions, l'impôt que les sociétés commerciales payent, ce n'est pas ce que les coopératives payent. Il faut déjà qu'on soit d'accord sur le principe, tout le monde doit payer l'impôt. Ça, c'est un principe. Maintenant, on peut ne pas payer les mêmes montants. Et les coopératives, justement, ont un impôt un peu moins par rapport aux sociétés commerciales. Ils ne sont pas logés dans la même enseigne, mais ils ne sont pas non plus avec les associations à but non lucratif, justement, parce qu'ils exercent une activité économique et donc génératrice de revenus. Mais le taux d'imposition n'est pas le même avec les sociétés commerciales. Et pour ça, je vais vous demander de vous référer. Il y a une direction régionale et même préfectorale des impôts qui va vous donner les taux d'imposition par rapport à ça. Mais l'impôt, c'est un principe. Parce que c'est ce qui permet à l'État d'exister. C'est la source de revenus de l'État. Merci beaucoup, M. Barry. Alors, Adja Diakabe Kaba. Non, moi je n'ai plus rien à dire parce qu'il a terminé. Parfait. Je voulais juste dire que l'exemple d'une GIE, par exemple, je l'ai dit avant. Vous pouvez rapprocher le micro? L'exemple de la GIE, par exemple, nous sommes des coopératives. Il y a la Guinée des terroirs, il y a Bouramali, il y a, comment on appelle, la petite Damba, il y a le café Ziama, il y a d'autres, 3, 4, 5. Nous sommes des coopératives, mais nous nous sommes mis ensemble pour créer une GIE. Donc, une institution
qui couvre nos 4, 5 ou 6 petites entreprises de commercialisation. Voilà. Parfait. Donc, c'est ainsi que cet atelier va prendre fin. Nous aurions voulu qu'il dure un peu plus longtemps, mais nous avons une de nos intervenantes qui a des contraintes personnelles. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir pour nos intervenants. Madame Kaba, Monsieur Barry, merci encore pour la qualité de vos présentations et pour ce partage d'expérience. Merci bien. Merci infiniment. Merci à vous. Ok, merci le modérateur. Merci encore. Merci. Non. Est-ce que Monsieur Alpha Ibrahima Souri Diallo, directeur d'exploitation de la BIG, est là?